Je vais à présent vous proposer de regarder ces images. Eh bien, peut-être leur aménager dans différentes communes des terrains appropriés pour vivre décemment. C'est-à-dire que j'entends décemment, je veux dire avec des endroits pour faire la toilette, pour faire éventuellement de la lessive, étendre le linge, enfin, le minimum de commodité. Mieux les accueillir peut-être? Essayer de les comprendre, je pense, et essayer de plus peut-être communiquer avec eux, parce que c'est vrai que quelquefois on peut avoir des a priori sur ces gens-là, alors qu'il n'y a pas nécessairement à avoir d'a priori, ce sont des gens comme nous, donc essayer de se comprendre et de mieux se connaître. La solidarité, et il faut l'intégrer à la vie quotidienne des gens normales. Ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est déjà avoir la volonté de les intégrer, déjà à titre personnel, c'est aussi aller vers eux. Et puis peut-être à chercher à comprendre quelle est leur culture tout simplement et leur mode de vie, parce que je pense que déjà là, moi je l'ignore moi-même. Voilà. Voilà. Alors il faut faire en sorte que, par exemple la commune de Salon de Provence, pour un aire de repos, pour qu'on puisse justement faire stationner, faire notre commerce, notre business, et puis se côtoyer avec des gens très bien, parce que moi je côtoie des gens très bien, la preuve, le Placier, ça fait 20 ans qu'on est ici, il n'y a pas de souci, enfin la mairie, enfin tout ce qu'on veut, mais il faut que tout le monde y mette du sien, tout simplement, mairie, nous et tout le monde, voilà. Essayer, oui, de les intégrer au plus possible, je pense, quoi. Mais pas forcément les obliger à être sédentaires, parce que c'est leur mode de vie aussi, quoi. D'être nomade. Déjà, appliquer la loi, je pense. Le fait qu'ils ont l'impossibilité de stationner sur des communes qui n'ont pas les terrains auxquels les mairies doivent mettre à disposition pour ces gens-là. Je pense qu'il y a une loi là-dessus. Je ne l'ai peut-être pas en tête, mais par rapport au nombre d'habitants, chaque commune doit mettre à disposition un terrain. Moi j'habite Istres et je sais que le maire n'en veut pas trop quand même, parce que ça serait mieux chez le voisin plutôt que sur sa commune. Dommage. Monsieur Moinet, vous êtes directeur de la santé, de l'environnement et de la citoyenneté de la ville. Voilà, prenez le micro. Sur la commune de Salon, quelle est la situation en termes de présence des gens du voyage? En termes de présence des gens du voyage, nous avons une forte présence de la communauté des voyageurs, puisque on recense à peu près 4 grands groupes actuellement, répartis sur l'ensemble du territoire salonnais. C'est en moyenne entre 50 et 60 caravanes à peu près. Voilà. D'accord, très bien. Monsieur Prorel, vous êtes adjoint au maire. Dans le cadre d'un syndicat intercommunal, vous participez à la création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage. Que prévoyez-vous de faire pour faciliter le stationnement et la vie des gens du voyage, et à quelle échéance? Bien, tout d'abord, je vais répondre à M. Giraud qui est ici. Alors, pour nous, collectivités territoriales, est-ce que les gens du voyage posent un problème? Non, ils ne posent pas de problème. Ce sont des citoyens salonnais comme tout le monde. Ceci dit, depuis 2000 exactement, nous avons l'obligation de créer une aire des gens du voyage. Alors la question était de M. Giraud, on est en 2011, qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile de mettre en place une aire des gens du voyage. D'abord, il faut se convaincre soi-même de l'utilité de cette aire. Nous sommes convaincus. Depuis 2002, nous avons lancé les travaux pour cette aire. Ensuite, il a fallu trouver une aire. C'est que Salon a un territoire très contraint. Nous avons une zone Natura 2000, nous avons une zone inondable, nous avons un cône de bruit, nous avons une zone agricole. Bref, c'est pas facile, on ne peut pas dire « tac, je vais mettre une aire des gens du voyage ici ». Il faut la trouver. Ensuite, il faut convaincre les habitants. Chose qui n'est pas aisée. Personne n'a envie d'avoir une aire des gens du voyage à côté de sa maison qu'ils viennent construire après 50 ans de dur labeur. Nous avons trouvé ce lieu. Il a fallu avoir l'autorisation du préfet. Là, nous arrivons en 2005. Cette autorisation, nous l'avons eue. Manque de chance, le maire d'une commune limitrophe a déposé un recours. Donc le tribunal a été saisi pour bloquer le projet. Le tribunal a rendu son avis en février 2010. À partir de là,
je réponds à M. Giraud, à partir de février 2010, on peut commencer à avancer sur ce dossier. Mais ce n'est pas simple. Il faut faire des appels d'offres, il faut trouver un maître d'œuvre, il faut résoudre des problèmes pour l'arrivée d'eau, les eaux usées. C'est extrêmement compliqué. Justement, Madame Streff, donc vous accompagnez les collectivités dans ce type de réalisation. À partir des tournages qu'on a effectués, on a remarqué qu'il existerait un décalage entre la demande basique de ces gens qui demandent un terrain, de l'eau et de l'électricité, et les obligations induites par le cadre alimentaire. Le cadre réglementaire, pardonnez-moi. Les voyageurs sont souvent surpris quand ils apprennent le coût d'une aire d'accueil qui leur est proposée. Effectivement, elles sont très très chères et la question se pose. D'autant plus lorsqu'elles ne répondent pas à leurs critères de confort et de qualité de vie. Alors pourquoi les aires d'accueil sont réputées être si chères et pourquoi elles le sont dans la réalité? La première dépense dans la création d'une aire d'accueil, c'est les réseaux et les accès. Parce que bien trop souvent, les aires d'accueil sont localisées un petit peu loin de tout. Le deuxième poste, ça coûte très très cher d'amener les réseaux d'assainissement, de prévoir les accès routiers. Mais alors pourquoi les mettre si loin alors? Alors, mais j'allais y venir. Le deuxième poste aussi qui est coûteux, ce sont les locaux. C'est-à-dire que très souvent on prévoit des locaux assez importants. La question se pose, ne sont-ils pas surdimensionnés? Par exemple, un logement de fonction de 100 mètres carrés, des salles de réunion, 4 bureaux. Est-ce vraiment nécessaire? La question se pose. Si l'aire d'accueil était située plus proche de la ville, ou carrément ville, et on a des exemples, je peux en parler, à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas besoin d'avoir des locaux aussi importants, puisque les usagers iraient dans les services, dans les associations, dans les équipements de la ville. Parce que l'éloignement aussi, et j'ai oublié de le dire, éloignement des commerces et des écoles, ça pose quand même aussi la question de l'intégration sociale des usagers des aires d'accueil dans la ville. Donc, alors en termes de réglementation, moi je trouve qu'elle est même pas très contraignante, puisque la loi prévoit un équipement sanitaire pour 5 caravanes. Or, quand on interroge, les voyageurs, ils sont quand même tous d'accord pour dire qu'il vaudrait mieux un équipement sanitaire par emplacement, c'est-à-dire par famille. Pourquoi? Pas tout simplement parce que c'est quand même bien plus confortable, et puis surtout parce qu'à ce moment-là, l'installation est sous leur responsabilité. Et les aires d'accueil qui ont fait le choix des équipements sanitaires individuels constatent en fait qu'il y a beaucoup moins de dégradation, beaucoup moins de frais d'entretien, de remise en état, et se félicitent parce qu'il y a un retour sur investissement en près de 4 ans. Donc plutôt faire le choix du confort des usagers, peut-être plutôt que le confort des locaux qui sont prévus. Et moi je pose la question, est-il vraiment nécessaire de prévoir des locaux d'accueil aussi importants?